À Paris, je me sens comme chez moi. Lâché par le roi Édouard VII, le mot n'engageait en rien l'Angleterre. Mais il plut infiniment aux Français et mit fin à une période de tension importante entre les deux pays. 11 mois plus tard, le 8 avril 1904, l'entente cordiale était signée. Elle a marqué le XXe siècle. En 1939, le cinéaste Marcel L'Herbier lui consacre même un film. Alors, messieurs, l'accord est paraphé. Oui, sire. Le voici. Je ne saurais vous dire, Monsieur le Président, ma joie de voir enfin se réaliser le plus cher désir de ma jeunesse. L'Angleterre et la France marchent, comme nous disons en anglais, le bras dans le bras. L'entente cordiale signée le 8 avril 1904 était un accord colonial au départ. Ce n'était pas, comment dirais-je, un manifeste de paix éternelle entre la France et l'Angleterre. Le terme d'entente cordiale a été un chef-d'œuvre de relations publiques. Parce que qu'est-ce qui peut être hostile à une entente qui ne comporte pas d'engagement, comme une alliance, et qu'est-ce qui refuse d'être cordial avec le pays voisin? On a souvent dit qu'il y avait beaucoup de cordialité et pas beaucoup d'entente. Mais néanmoins, je pense que l'idée, c'est que ce n'est pas un traité, mais c'est une entente entre des peuples. L'entente cordiale dépasse de loin, en effet, le règlement de circonstances qui porte son nom. Il exprime l'ambiguïté d'une relation diplomatique spéciale, aussi souvent une source de mésentente que d'entente. Il évoque aussi le rapprochement paradoxal entre deux peuples qui ont consacré un quart des 8 derniers siècles à se faire la guerre. Du point de vue culturel, l'entente cordiale était profondément enracinée dans les sociétés des deux pays bien avant 1904. 1904, si vous voulez, n'était qu'un épisode parmi d'autres dans une longue histoire d'échanges. En effet, la véritable fin des ennemis héréditaires vient un siècle plus tôt à Waterloo. Avec la défaite de Napoléon, les deux nations se découvrent après 20 ans de guerre et de blocus. Contre toute attente, le coup de foudre est réciproque. Malgré tout ce qui s'était passé, les Anglais sont restés très attachés à la mode, l'art et la littérature française. Cette admiration, héritée du XVIIIe siècle, a survécu indépendamment de la politique. Les Anglais se sont donc rués en France pour voir le Louvre, pour visiter les magasins, découvrir les dernières modes et pour étudier l'art français. En parallèle, les aristocrates exilés au Royaume-Uni depuis la Révolution importent la culture anglaise en France. Le duc d'Orléans, par exemple, qui allait devenir Louis-Philippe, avait passé de nombreuses années en Angleterre où il s'est imprégné de la culture et des méthodes du gouvernement. À son retour à Paris, il avait une influence considérable, même avant de devenir roi de France, dans la promotion des idées anglaises. Progressivement, l'art de vivre à la britannique filtre jusque dans les salons bourgeois parisiens. C'est de l'époque de Louis-Philippe que date l'expression entente cordiale. Dit-on, a été inventée par un diplomate français chargé d'affaires à Londres, le comte de Jarnac, en 1843. Cette entente-là fut à l'initiative de la reine Victoria, accueillie avec enthousiasme par les Normands et par le roi Louis-Philippe.
C'est une rencontre familiale, ce n'est pas une visite officielle, mais c'est la première fois qu'un monarque britannique met les pieds sur le territoire français depuis la rencontre entre Henri VIII et François Ier au camp du Drap d'Or en 1520. Une fois les petits fours terminés, les diplomates mettent en place une entente fragile qui sera régulièrement menacée. Mais les conflits potentiels se soldent toujours par de simples coups d'épingle, grâce en particulier à Guizot, le ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe. Guizot pensait que ça allait donner une certaine normalité, si on veut. Les relations normales, alors la France n'allait plus être le pays des révolutions, et au point de vue économique, commercial, la France allait imiter l'Angleterre et en même temps bénéficier de la proximité de l'Angleterre. D'abord, l'Angleterre est plus avancée que la France dans ce qu'on appelle la révolution industrielle. Par conséquent, pendant la première moitié du XIXe siècle, les Français empruntent à l'Angleterre les technologies nouvelles de la révolution industrielle. La plus évidente d'ailleurs, c'est le chemin de fer. Et les chemins de fer français ont un écartement des voies d'1,44 m. On l'a emprunté aux Anglais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les trains circulent sans difficulté, sans qu'on ait eu à changer les voies. Les échanges entre les deux pays sont assez complexes. Ça ne se résume pas au schéma habituel. On dit des vins et des soieries contre du charbon et des machines. Ça, c'est trop simple, n'est-ce pas? Et en fait, la complexité de ces échanges annonce ceux que l'on a de nos jours entre pays avancés. En 1851, l'exposition de Crystal Palace fait de l'Angleterre la vitrine du monde moderne. Les industriels français se mettent à l'heure anglaise. Quelques ouvriers et beaucoup de bourgeois y puisent des modèles jusque dans la mode. Tout le concept du dandy, l'homme détaché du monde, le flâneur, l'aristocrate qui s'habille sobrement, à l'inverse des vestes fleuries, culottes et souliers à boucles du XVIIIe siècle, cette sobreté est d'origine anglaise. Le noir devient la couleur à la mode. Comme l'écrit Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne, tout le monde aujourd'hui assiste à un enterrement. Cette notion de retenue, d'élégance discrète, d'un vêtement classique et bien taillé, ces idées viennent de l'Angleterre. Même Napoléon III a adopté le style anglais quand il était exilé à Londres. Le Second Empire avait pourtant tout pour inquiéter les Anglais. Un Bonaparte venu au pouvoir par un coup d'État et qui ne cache pas son ambition de rétablir la prééminence perdue de la France. Dans les faits, son régime s'avère rassurant pour le gouvernement britannique. Les liens commerciaux se renforcent et, pour la première fois depuis les croisades, Français et Anglais se lancent côte à côte dans une guerre. En Crimée, de 1853 à 1856, contre les Russes, ils apprennent laborieusement à combattre ensemble dans les batailles de l'Alma, de Sébastopol et de la Balaklava. L'alliance armée avec la France n'était pas du tout naturelle. On raconte que Raglan, qui était le commandant en chef de l'armée britannique en Crimée, se réveille une nuit en proie à un violent cauchemar et marche en long et en large dans sa tente en s'écriant « The French are attacking us, the French are attacking us ». Les Français nous attaquent, les Français nous attaquent. Et son secrétaire qui couchait dans une tente à côté se précipite pour le calmer et lui dit « Mais, my lord, les Français sont de notre côté ». L'incompréhension réciproque entre Lord Raglan, incarnation du dandy en voyage, et le général Pélissier en uniforme se mesure jusque dans leurs postures et vêtements.
Les soldats sont tout aussi perplexes, mais la camaraderie des armes l'emporte. Ce climat favorable culmine avec la visite de Victoria à Napoléon III en 1855. Dès son arrivée, la reine est accueillie triomphalement par les Parisiens. Cette visite de Victoria en France est un nouveau succès pour l'Angleterre comme pour la France. Et c'est une occasion pour Victoria de revisiter Paris. Elle est sous le charme de Napoléon III. Elle est fascinée par la famille impériale. Elle retrouve l'enjouement de sa jeunesse. Et elle visite le Louvre, elle visite Notre-Dame, elle visite même le tombeau de Napoléon avec son fils, le prince de Galles, et elle lui dit « Voilà le tombeau d'un grand homme ». 40 ans après Waterloo, on y entend même le « God Save the Queen ». La guerre de 1870 change la donne. À la surprise générale, les Français sont battus vite et sans rémission par les Allemands. Pour les Anglais, la France devient une puissance de second ordre et le nouvel empire allemand leur principal rival. Les troupes de Bismarck entrent dans Paris et l'Angleterre reste les bras croisés. Les dirigeants français sont profondément déçus par l'Angleterre, déçus qu'elle ne leur ait apporté aucun soutien pendant la guerre de 1870-71. Ne serait-ce que pour cette raison, une détérioration des relations anglo-françaises était prévisible. En tout cas, les dirigeants français allaient moins s'inquiéter de contrarier l'Angleterre. Les deux pays s'éloignent sans rompre, mais l'entente n'a pas disparu sur tous les plans. C'est après 1870 que le lien entre artistes anglais et français s'est véritablement cimenté. L'une des premières conséquences du siège de Paris et de la Commune est l'arrivée des impressionnistes à Londres. Les républicains fuient la répression de la Commune. Londres devient le havre d'artistes comme Monet et Pissarro. Les idées de la peinture française moderne ont envahi l'art anglais. Et à partir de 1870, l'art français devient l'influence dominante en Angleterre. Dès le début, les collectionneurs et critiques anglais, et les artistes surtout, ont mieux reconnu les qualités de l'impressionnisme que les Français de cette époque. C'est sur le terrain colonial que la tension entre la France et l'Angleterre commence à monter. Les deux empires s'engagent dans une course à l'expansion et la rivalité patriotique imprègne jusqu'aux cartes murales dans les salles de classe de la Troisième République. Rose, c'est nous, vert, c'est eux, les Anglais. Les points de friction se multiplient, surtout en Afrique, où deux grands dessins s'opposent. Les Anglais convoitent un axe du Caire jusqu'au Cap. Les Français, un empire de Dakar à la mer Rouge. L'affrontement majeur aura lieu en Égypte, où la France avait construit le canal de Suez. La France avait de gros intérêts économiques, financiers et aussi culturels en Égypte, et par conséquent, elle a été irritée de voir la Grande-Bretagne occuper ce pays en 1882, provisoirement, à titre provisoire. En fait, ce provisoire a duré jusqu'en 1954. Malgré cette occupation de fait, l'Égypte était toujours, en théorie, sous contrôle conjoint des deux pays. Les gouvernements français en ont profité
pour ce qu'on a appelé une politique de coup d'épingle, c'est-à-dire essayer de gêner le plus possible le gouvernement de l'Égypte par les Anglais. Et puis finalement, Gabriel Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, essaie de rouvrir, comme on l'a dit, la question d'Égypte, c'est-à-dire d'obtenir l'évacuation de l'Égypte par les Anglais, en envoyant la mission du commandant Marchand en direction du Nil. Parti en juillet 1896 avec 200 hommes, la mission atteint le Soudan 2 ans plus tard. Marchand s'installe dans un petit fort nommé Fashoda et attend la ratification de la conquête du pays. C'est là où il voit arriver le général Kitchener à la tête d'une armée anglaise chargée de le déloger. La confrontation, mise en scène dans le film Entente cordiale, donne la mesure du choc des fiertés nationales. Du sucre? Merci. Vous m'excuserez si je ne m'étends pas sur votre zèle. Sur mon zèle, général? Je veux parler du zèle de la mission Marchand. Combien de jours vous sont nécessaires pour évacuer cette place? Mon général, nous avons nous-mêmes reçu l'ordre de l'occuper. Nous ne pouvons donc l'évacuer que sur l'ordre de nos supérieurs ou de notre gouvernement. Cependant, votre expédition est plutôt scientifique. On le dit. Alors? Mais ce n'est pas mon point de vue de soldat. Vous n'êtes pas commode, capitaine. Et vous, mon général? C'est votre dernier mot? Je crois, mon général, que vous n'en avez jamais douté. Alors, c'est vraiment la guerre? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui, alors qu'est-ce que nous pourrions faire d'autre? Tu en as de bonnes. Mais ils se battent probablement depuis plusieurs jours à Fashoda. Je souhaite que non. La guerre est virtuellement déclenchée, regardez! L'escadre de la Méditerranée a quitté Toulon. Tous les officiers de complément âgés de moins de 40 ans sont rappelés dans leur garnison. En fait, il n'y a jamais eu de risque réel de guerre. Un compromis diplomatique est trouvé rapidement et la France ordonne à Marchand de s'incliner. Mais l'affaire enflamme l'opinion publique, très remontée contre l'Angleterre. Elle est restée longtemps une épine dans les relations entre les deux pays. Quand je suis devenu étudiant à Paris en 1947, j'étais très surpris que les gens me parlaient de Fashoda. Et bien entendu, et parfois c'était un genre de plaisanterie, mais néanmoins, souvent c'était très sérieux que les Anglais ont fait beaucoup de mal aux Français en Fashoda. Fashoda is the greatest Fashoda a été la crise la plus importante dans les relations entre la France et l'Angleterre depuis la guerre franco-prussienne de 1870-71. Cette crise fait naître, dans divers cercles de pouvoir français, la conviction que la France ne peut plus sérieusement envisager une expansion coloniale dans l'océan Indien et en Extrême-Orient. Elle doit se contenter d'étendre ses territoires en Afrique, et spécialement en Afrique de l'Ouest. La France s'intéresse surtout au Maroc, qui bénéficie jusqu'alors d'une neutralité internationale en raison de sa position stratégique face à Gibraltar. Les Français ont alors l'idée d'un règlement global des conflits coloniaux sous la forme d'un troc. Si les Anglais soutiennent leurs ambitions au Maroc, ils lui laissent l'Égypte. C'est cette initiative, lancée par Théophile Delcassé, ministre des Affaires étrangères, et Paul Cambon, ambassadeur à Londres, qui aboutira au traité de l'Entente cordiale. Les négociations commencent en 1902, elles vont durer presque 2 ans, n'est-ce pas? Et ça a été extrêmement minutieux, extrêmement difficile, délicat. À certains moments, on était près de la rupture. L'ouverture vient début 1903, quand une guerre civile au Maroc convainc les Anglais que le pays sera plus stable sous le contrôle de la France. C'est à ce moment-là que le roi Édouard VII entre en scène.
À peine quelques semaines plus tard, un journal français, L'Écho de Paris, annonce la visite d'Édouard VII en France. En effet, Édouard VII est alors en croisière dans la Méditerranée. Et, comme par hasard, il lui vient subitement l'envie d'aller à Paris pour rendre visite au président Loubet et à Delcassé. Mais si l'Écho de Paris a annoncé cette visite plusieurs semaines plus tôt, il est clair qu'elle avait été organisée bien en avance. En ce sens, je pense qu'on peut dire que le roi ne faisait qu'apporter son soutien à un processus déjà enclenché. Édouard VII est fraîchement accueilli à Paris. Sur sa route, des cris « Fachoda » et « Vive Marchand » fusent. La presse anglophobe se déchaîne. Les anglophobes s'exprimaient dans des journaux comme La Patrie, comme L'Autorité, comme L'Intransigeant, comme La Libre Parole. Et dans L'Autorité, Paul de Cassagnac adresse même une lettre à Édouard VII lui disant « Monsieur, votre visite choque et irrite nous, patriotes, rappelant l'humiliation de Fachoda. » Mais le roi ne se détourne pas de sa mission diplomatique. Il connaît bien Paris et lui réserve une affection particulière. Il a ses habitudes ici, depuis sa jeunesse, des meilleurs restaurants aux cabarets et aux maisons de rendez-vous. Je crois que c'est un homme de beaucoup de tact qui savait tourner un compliment un peu à la française plutôt qu'à l'anglaise. Certains épisodes de sa visite sont entrés dans la légende, comme le premier soir au théâtre, devant une salle qui lui était très hostile. À l'entracte, il saisit l'occasion pour prouver ses talents de diplomate. Quelle joie, madame, de vous rencontrer ici ce soir. Oh, votre majesté daigne me reconnaître. Je serais inexcusable, vous êtes toujours aussi ravissante. Et puis, je me souviens, le petit duc. C'est si loin. Comment? C'était hier. Vous chantiez « J'ai cassé mes 2 douzaines d'œufs, mais j'ai sauvé mon innocence. » Vous ne la connaissez pas? Eh non, je me souviens pas. Le petit duc? Comment le petit duc? Pas de femme, pas de femme. Ah oui, oui, oui. Oh, monsieur Roussel, je suis bien aise de vous rencontrer. Sire. Je vous lis toujours, vous savez. Quelle constance! Mais je pourrais vous dire la même chose. Comment ça? Vous écrivez toujours sur moi des articles si méchants. Excuse. Mais très amusants. Vous m'avez fait rire. Je suis heureux de vous remercier, monsieur Roussel. Sire. Et le mot du roi avait parcouru le théâtre et à la fin, il avait été applaudi frénétiquement. Ce qui montre qu'il savait retourner une salle, comme je crois que l'expression le veut. C'est surtout le lendemain, avec sa fameuse phrase « Je me sens ici chez moi », que le roi parachèvera son œuvre de relations publiques. La moitié du chemin est accomplie. Reste au président Loubet à séduire les Anglais, perplexe devant l'exotisme d'un républicain anticlérical. Au mois de juillet, c'est le président Loubet qui va à Londres, et là, il est accueilli de façon enthousiaste. Il y avait des bannières à travers Oxford Street, vive la France, vive Loubet. Et je citerai justement le témoignage d'un futur historien français qui se trouvait à ce moment-là à Londres. Il a entendu 2 Françaises de Londres, habitant Londres, qui disaient sur le quai du métro quel changement, qui aurait cru cela il y a 4 ans? La voie est tracée pour la signature du traité l'année suivante. Le document lui-même reste avant tout un règlement technique des différents coloniaux, et le terme « entente cordiale » n'y figure nulle part. Ce qui reste dans les esprits est surtout la composante affective. La cordialité des rencontres devient le slogan des propagandistes de l'entente.
Pendant les années suivantes, toutes sortes d'échanges culturels voient le jour. L'anglomanie gagne les provinces, notamment par le sport. L'hypothèse d'un tunnel sous la Manche est même évoquée au Parlement. L'exposition franco-britannique de 1908 est, elle, présentée comme le creuset industriel de l'entente. Mais la retombée la plus inattendue est le rapprochement de l'Angleterre avec le principal allié de la France, la Russie, éternel rival des Anglais en Asie centrale. C'est en effet une véritable révolution dans les relations internationales qui est en train de se passer en ce début du XXe siècle. Elle aboutit à une situation particulièrement insolite. L'alignement des trois puissances impériales qui se sont tellement entredéchirées jusqu'alors. Dans ce nouveau ménage à trois, il y a un grand perdant, l'Allemagne. Effectivement, du point de vue allemand, l'entente cordiale a énormément contribué au déclenchement de la guerre de 14-18. L'Allemagne était dépitée. Le Kaiser, avec sa mère anglaise, ses nombreuses relations en Angleterre et ses visites fréquentes pour faire de la voile à Cowes, lui, je pense, était persuadé que si l'Angleterre devait s'allier avec une autre puissance européenne, ça devait être avec l'Allemagne. Les Allemands n'avaient pas été tenus au courant de ces négociations, qui étaient restées secrètes. Et alors, c'est ce qui explique la fureur à Berlin quand l'accord est signé. L'Allemagne va réagir assez violemment par ce qu'on appelle le coup de Tanger au début de 1905, n'est-ce pas? C'est-à-dire Guillaume II, au cours d'une croisière en Méditerranée, débarque à Tanger et proclame son attachement à l'indépendance du Maroc, alors que les Français voulaient mettre la main sur ce royaume. Pendant 6 ans, les crises marocaines s'enchaînent. À chaque fois, l'Angleterre soutient les intérêts français. L'entente s'avère durable et résiste au changement de majorité politique. Les nouveaux venus, ici le président Poincaré et le roi George V, suivent le mouvement. Pourtant, malgré l'approche de la Grande Guerre, la nature réciproque de l'engagement reste floue. L'entente est restée une entente, n'est-ce pas? Il a été question plusieurs fois de la transformer en alliance proprement dite, mais le gouvernement britannique a toujours refusé finalement, bien qu'il y avait des diplomates, des chefs militaires en Grande-Bretagne qui recommandaient de conclure une alliance avec la France. Mais le point de vue du gouvernement a toujours été entente oui, alliance non. Dès le début de la Grande Guerre, la propagande se charge d'évacuer ces distinctions. Un seul mot d'ordre, l'entente est d'acier. En 1914, la conscience du peuple britannique se souleva avec une violence inouïe. Plus Paris était menacé, plus les engagements volontaires anglais devenaient nombreux. Cela, c'est la légende. En fait, les Anglais se soucient avant tout de leurs propres intérêts. Jusqu'au dernier moment, on peut dire, le gouvernement britannique a hésité. Sans l'invasion de la Belgique, qui vraiment
était une chose très choquante pour les Britanniques, jamais la Grande-Bretagne ne serait entrée en guerre. Et vous savez, là, l'Angleterre a eu le vieux réflexe de l'occupation de la Belgique par une puissance dominante, était un pistolet, c'est Napoléon qui avait dit ça, pointé sur le cœur de l'Angleterre. Alors les Allemands savaient qu'il y avait un danger d'intervention de l'Angleterre, mais pour l'état-major allemand, l'Angleterre, c'est 6 divisions qui vont être envoyées en France, alors qu'ils en ont plus de 100. Guillaume II aurait même parlé, on dit, de la méprisable petite armée anglaise, n'est-ce pas? En effet, il n'y avait pas de conscription en Angleterre, seulement une armée de métier. Le recrutement au début de la guerre dépendait entièrement de l'engagement volontaire. Et ce n'est qu'en 1916 que la conscription s'est finalement imposée. Il y avait toujours l'idée que le corps expéditionnaire britannique était quelque chose de petit, tandis que la guerre, la vraie guerre, c'était les Français qui le faisaient. Et c'est resté un peu comme ça jusqu'à la bataille de la Somme, où le fils du Premier ministre britannique était tué. Et on avait l'impression que les Anglais se battaient. Il y avait des soldats anglais partout. Les milliers de morts, les grandes offensives aussi inutiles que ravageuses, la crasse et la solitude des tranchées, voilà ce qui change l'entente en une alliance scellée par le sang. Georges Clemenceau proclamera les manifestations héroïques de l'entente cordiale. Ce qui fait que la vieille île septentrionale a grandi dans l'estime et dans l'admiration des hommes, devait-il dire, c'est qu'elle a pour la première fois de son histoire millénaire cessé d'être une île, cessé de vouloir n'être qu'une île. Elle est incorporée au continent. La perfide Albion est devenue la loyale Angleterre. Les Français sont devenus nos vaillants alliés. Donc il y a à ce moment-là un changement complet de stéréotypes. C'est en partie une question de propagande, mais cela a de l'influence. À l'armistice, rien ne semble pouvoir séparer les deux pays. Foch tenait la place d'honneur dans le défilé de la victoire à Londres. Plus tard, Doumergue et Briand étaient fait docteur honoris causa à Oxford. Et Georges VI faisait la conquête de Paris. Pourtant, l'alliance bat de l'aile dès 1919. Aux négociations de paix à Versailles, l'Angleterre s'oppose aux réparations draconiennes que la France exige des Allemands. Les Français, ruinés par la guerre, trouvent les réticences anglaises inadmissibles. L'entente est introuvable et Clemenceau a le sentiment que les Anglais sont redevenus des ennemis. L'Angleterre souhaite le redressement économique de l'Allemagne, car l'Allemagne est un des meilleurs clients de l'industrie britannique et un marché privilégié de capitaux pour l'Angleterre. En outre, l'Angleterre a le sentiment que l'affaiblissement économique de l'Allemagne risque de faire basculer la République de Weimar dans le camp bolchevique. La question allemande est au départ un accroc. Elle va devenir un boulet. Lorsque la France tente d'assurer ses réparations de guerre par l'occupation de la Roure, en 1923, l'opinion anglaise passe de l'incompréhension à l'hostilité. La France est considérée comme un obstacle, un pays qui ne souhaite pas une amélioration des relations avec l'Allemagne après 1918. Et pendant un temps, la France devient très impopulaire aux yeux de beaucoup de dirigeants anglais. Reste partagé entre les deux pays un pacifisme obsessionnel. Leurs différends sont aplanis enfin à Locarno en 1925, lorsqu'Aristide Briand se fait l'avocat d'une position commune. Plus de guerre. Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un crime puisse se réveiller contre les peuples.
L'entente, retrouvée sur le plan politique, s'effrite en revanche entre les peuples. Les États-Unis deviennent le nouveau modèle culturel à Paris et l'économie française connaît des années fastes. Les touristes anglais, eux, désertent progressivement les plages à Nice et à Biarritz. La France est devenue trop chère. Affaiblie par des grèves à répétition dès 1921, l'Angleterre a pris un retard considérable sur son voisin. La crise mondiale de 1929 accuse les antagonismes et fait ressurgir les instincts protectionnistes et nationalistes des deux côtés de la Manche. Moi, monsieur, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est qu'on achète toujours des autos, des machines à l'étranger. Tandis qu'il y a des milliers d'ouvriers français qui connaissent leur métier et qui cherchent du travail. Une fois encore, l'Allemagne bouleverse le jeu européen. L'arrivée d'Hitler et ses menaces contraignent les deux alliés à un front commun. Il faut sauver la paix à n'importe quel prix, même en signant ensemble, à Munich, un lâche abandon, d'ailleurs approuvé par les deux peuples. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. All the way to Buckingham Palace, the crowds have lined the route, and around the Victoria Memorial, the press of humanity in the rain is reminiscent of Jubilee or coronation. Tout le long du parcours, du Bourget au ministère de la Guerre, des milliers et des milliers de Parisiens acclament M. Daladier, aux côtés duquel se tient M. Georges Bonnet. J'ai la certitude aujourd'hui, grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui a fortement animé l'action des chefs des gouvernements des 4 grandes puissances occidentales, que la paix est aujourd'hui sauvée. Lorsque la guerre est déclarée en 1939, il ne manque en principe pas un bouton de guêtre à l'alliance franco-britannique. Il y a quelques mois, le Premier ministre anglais affirmait que la frontière de son pays était sur le Rhin. Les Anglais savent qu'aujourd'hui, c'est sur le continent aussi bien que sur l'étendue des mers que se joue la destinée des deux pays. L'armée française est légitimement redoutable. Les deux marines représentent un tonnage supérieur à celui de toutes les autres flottes d'Europe et du Japon réunies. L'Empire britannique couvre le quart du globe. Si l'on y ajoute celui de la France d'outre-mer, on constate que les deux nations couvrent à elles seules le tiers du globe et réunissent le tiers de la population humaine. En 1939-40, on ne peut pas dire que l'entente cordiale ait mieux fonctionné. Certes, on a tiré les leçons de la Première Guerre et on a par exemple tout de suite établi un commandement unique, un conseil de guerre suprême, des organes pour la coopération économique. Mais je dirais que l'atmosphère n'était pas cordiale, il y avait de la méfiance des deux côtés. Il y avait une critique amère contre les Britanniques. Churchill lui-même a dit que quand il est allé en France et quand il a vu sur une carte la situation de la défense de la France contre les Allemands, il avait honte de voir que la ligne, si peu de la ligne était occupée par des soldats britanniques. La vitesse de la percée allemande prend tout le monde de court. En un mois, l'entente franco-anglaise se délite, tandis que naît un sentiment réciproque de trahison.
Tout commence le 4 juin 1940. Piégé par les Allemands, le général Gort désobéit aux consignes du commandement intégré et évacue ses divisions à Dunkerque. Première trahison. 3 semaines plus tard, la signature de l'armistice par les Français creuse un gouffre entre les deux pays. Les Britanniques ont eu l'impression d'être trahis parce que, en mars, les deux pays avaient signé un accord selon lequel ils ne feraient ni armistice ni paix séparée sans l'assentiment de leurs alliés. Alors en juin 1940, le gouvernement de Winston Churchill refuse d'accepter l'armistice, que la France signe un armistice séparé. Il a même essayé de sauver l'entente avec un projet jamais envisagé auparavant. Churchill a accepté un plan qui avait été préparé par Jean Monnet et René Pleven d'union entre les deux pays, avec citoyenneté commune, parlement commun, gouvernement commun. Alors, l'idée, c'était d'avoir un argument pour que la France continue la guerre dans son empire, même si la métropole était entièrement occupée. En fait, ça a eu un effet, disons, contre-productif, parce que à Bordeaux, c'est pas encore ici, c'est à Bordeaux que ça se passe, les partisans de l'armistice ont utilisé pour dire, mais vous voyez, les Anglais veulent en profiter pour nous réduire à l'état de dominion, pour s'emparer de notre empire. Et ça a renforcé donc les partisans de l'armistice. Les clauses de l'armistice n'offraient aux Anglais aucune garantie, notamment en matière navale. Aussi, le 3 juillet, un mois après Dunkerque, ils détruisent les navires français à Mersel-Kébir, près d'Oran, tuant plus d'1 millier de marins. L'entente est morte à Mersel-Kébir, vive l'entente. C'est de Londres que les Français libres parlent aux Français occupés. Malgré les incompréhensions et les relations parfois orageuses entre De Gaulle et Churchill, à la Libération, l'opinion française retient l'aide apportée par l'Angleterre à tous les résistants. C'est cette gratitude qu'il manifeste à Churchill en novembre 1945, lors de sa venue à Paris. Mais l'accueil réservé au vieux lion cache mal la forêt dévastée entre les deux pays. En 1945, bien entendu, la situation internationale n'est plus ce qu'elle était avant 1914 ou même dans l'entre-deux-guerres. Le fait essentiel, c'est l'apparition des deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, à côté desquels la France et même l'Angleterre, bien qu'elle soit un des trois grands en 1945, mais elle est le plus petit des trois grands, ne font plus le poids. Il y avait toute la question, est-ce que la France était une grande puissance, etc. Et il faut bien dire que les Anglais pensaient populairement que l'Empire britannique, ça restait. On avait gagné la guerre. On avait gagné la guerre contre les Japonais aussi bien qu'en Europe. Et que l'Angleterre était un grand pays, tandis que la France n'était pas un grand pays. Et c'est seulement plus tard qu'on s'est rendu compte que l'Angleterre, comme la France, n'était pas une puissance mondiale. La preuve, s'il en fallait une, vient en 1956 avec la crise de Suez, à l'endroit même qui avait déclenché la marche à l'entente cordiale 50 ans plus tôt. La nationalisation du canal par le général Nasser donne un prétexte aux deux pays pour réaffirmer leur stature mondiale. Ils envoient une force expéditionnaire commune. Peu importe son succès, ils sont vite remis à leur place. Devant l'ONU, le conflit égyptien a des renversements de situation inattendus. C'est la première fois que l'on voit le délégué américain Cabot Lodge d'accord avec le délégué soviétique pour condamner une initiative franco-britannique.
Voilà qui sonne le glas des illusions. L'ONU prend le contrôle de la situation et le repli franco-britannique, devant les exigences des deux seules vraies puissances mondiales, est vécu comme une humiliation. Effectivement, ça nuit finalement aux relations franco-britanniques, parce que quelle conclusion a-t-on tiré du fiasco de Suez? À Londres, on se rend compte, on pense qu'il faut en toute priorité rétablir ce qu'on appelle la relation spéciale avec les États-Unis, et dorénavant ne plus prendre d'initiative qui ne soit pas approuvée par Washington. À Paris, on décide, on conclut que la priorité, c'est de pousser la construction de l'Europe en entente étroite avec l'Allemagne de l'Ouest, et puis secondairement de construire des armements nucléaires. Et alors, dans ces décisions et dans ces attitudes prises au lendemain de Suez, vous avez l'amorce de toutes les difficultés franco-britanniques depuis lors. Cet éloignement au sommet ne fait que rejoindre un désintérêt culturel. Là aussi, la tentation américaine est la plus forte. Les regards se sont tournés ailleurs. L'essor de New York dans les années 50 a signé la fin de l'entente cordiale culturelle. Cette relation spéciale entre la France et l'Angleterre, qui avait tant influencé la peinture anglaise, a progressivement été remplacée. Déjà à la fin des années 40 et à coup sûr 10 ans plus tard, c'est l'Amérique qui compte. L'influence française s'est fanée et les artistes qui ont continué à s'inscrire dans cette tradition ont été pris pour des ringards, voire carrément pour des réactionnaires. Que reste-t-il de nos amours? L'entente semble définitivement reléguée à l'histoire. Une photo. La communauté européenne a remplacé les alliances d'autrefois et les refus catégoriques de De Gaulle à l'adhésion de l'Angleterre en 1963 et 1967 signalent clairement que, pour lui, la page est tournée. Qui me poursuit. À la conférence de Bruxelles, la France a refusé de voir la Grande-Bretagne entrer au marché commun si celle-ci ne se plie pas entièrement aux règles déjà acceptées par les 6 associés. On a parlé alors de la fin de l'entente cordiale. Heureusement, l'entente cordiale en a vu d'autres. L'esprit de l'entente va de nouveau se construire au quotidien. Comme au XIXe siècle, la mode et le style de vie à Londres fascinent la France. Le rapprochement se renouvelle avec les voyages scolaires ou sportifs, la musique et les émissions de télévision. Les Rolling Stones, pour ceux qui l'ignoreraient, sont des chanteurs à voix et à cheveux longs, même très longs. Au lieu d'approuver ou de critiquer, nous attirons seulement votre attention sur leur jeu, dont certains affirment qu'il est d'une grande pureté. Les entreprises suivent, avec une conception très 19e siècle de la symbolique de l'entente. À preuve, l'aventure du Concorde, où l'exploit technique se soucie peu de rentabilité. Enfin, les gouvernements de Georges Pompidou et d'Edward Heath rattrapent le retard pris au sommet. Et en 1973, pour le 70e anniversaire de la venue d'Édouard VII, l'Angleterre rejoint l'Europe. Ce sont donc des partenaires et amis que le président Pompidou accueillit à Orly pour cette deuxième visite à Paris de la reine Élisabeth II et du prince Philippe. Et ce voyage marque la fin de 10 ans d'arrière-pensée entre deux peuples qui participent désormais ensemble à l'Europe. L'entente cordiale a toujours été marquée par des mésententes et des querelles entre les gouvernements anglais et français. Et parfois, les populations étaient affectées et ils ont pris parti de cela. Mais, une fois qu'on a dit ça, il y a l'idée que les relations entre l'Angleterre et la France
au point de vue gouvernemental ou au point de vue populaire, ces relations sont spéciales. Ça montre un esprit, ça montre une espérance, ça montre un lien. Et c'est très important, et c'est pour ça que 100 ans après l'accord, nous sommes toujours en train de le discuter.